Le président Trump vient tout juste de lancer sa dernière menace contre l'Iran. Si l'accord n'est pas signé, ils vont beaucoup souffrir. Cela s'est produit quelques heures après la dernière escarmouche entre le CGRI et les forces américaines, ainsi que les révélations sur l'installation par Israël d'une base de soutien avancée en Irak lors du dernier conflit. Ces sujets et bien d'autres dans l'émission d'aujourd'hui, Jérusalem Initiative. Bienvenue à nouveau dans l'émission Jérusalem Initiative sur JNS TV. Je m'appelle Josh Aston, ici à Jérusalem, et Alex Treman est aux États-Unis. Alex, allons droit au but. Le président américain Donald Trump a confirmé jeudi que le cessez-le-feu avec Téhéran est toujours en vigueur malgré un accrochage naval. Regardons cette vidéo. Ils nous ont provoqués aujourd'hui. Nous les avons pulvérisés. Ils ont provoqué. J'appelle ça une broutille. Je vous informerai si le cessez-le-feu prend fin. Vous n'aurez pas besoin de le savoir. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, inutile de le savoir. Vous n'avez pas encore eu à voir une attaque majeure venir d'Iran. Il ferait mieux de signer leur accord rapidement. Alex, voilà où on en est. Il y a toujours un cessez-le-feu, mais il y a quand même des tirs entre les deux camps. Parlons-en. Eh bien, je pense qu'on va parler un peu tout au long de cette émission de ce que signifie un cessez-le-feu, parce qu'il semble que la définition de cessez-le-feu a été complètement redéfinie pendant cette guerre. Un cessez-le-feu signifie que les deux camps peuvent tirer pendant un cessez-le-feu, simplement que c'est à feu doux par rapport à ce que ça pourrait être s'il n'y avait vraiment pas de cessez-le-feu du tout. Maintenant, le président Trump cherche certainement d'une manière ou d'une autre à sortir de ce conflit avec un accord signé. Et je crois qu'à la fin de ce conflit, il y aura un accord signé d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est absolument certain, c'est que le président doit faire en sorte que le détroit d'Ormuz soit librement accessible pour tous les navires, non seulement ceux venant d'Iran, mais aussi ceux venant des alliés américains dans la région, comme les Émirats arabes unis et d'autres. Donc il n'y aura pas de fin au conflit tant que le détroit sera bloqué. Pendant ce temps, vous voyez que l'Iran et leurs petites embarcations attaquent les navires américains dans la région. Mais je pense que le président préfère simplement laisser la puissance et la taille de la marine américaine s'occuper de rouvrir le détroit sans lancer une campagne de bombardement totale à l'intérieur de l'Iran. Et peut-être que le président ne veut plus bombarder l'intérieur de l'Iran, mais il se peut qu'il n'ait plus le choix. Et je dirais qu'en Israël, l'hypothèse dominante est que dans les prochains jours, on pourrait assister à une nouvelle riposte militaire. Ce serait une campagne militaire conjointe américano-israélienne à l'intérieur de l'Iran, probablement beaucoup plus courte que la campagne de 6 semaines que nous avons eue pour commencer cette guerre. Mais encore une fois, beaucoup d'Israéliens pensent qu'il n'y a aucun moyen d'arriver à cet accord que le président veut que l'Iran signe sans eux. Encore une fois, en reconnaissant que les États-Unis ne sont pas un tigre de papier et sont prêts à frapper. Alex, il y a tout juste quelques minutes, nous avons reçu cette information. Selon l'agence de presse iranienne, ils disent que l'Iran vient tout juste de transmettre sa réponse concernant l'accord avec les États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan, mais il n'y a pas encore de précision sur le fait que l'Iran accepte ou rejette un accord avec les États-Unis. Mais cela s'est produit il y a tout juste quelques minutes au moment où nous avons commencé cette émission. Actuellement, l'Iran a l'avantage du temps et peut essayer de faire durer la situation autant que possible. Ils essaient de faire en sorte que le président perde sa volonté d'attaquer. Donc, vous savez, ils essaient juste de mener ce jeu d'approche en se rapprochant des États-Unis, mais sans vraiment signer, mais en se rapprochant, vous savez, en laissant peut-être passer quelques navires par les détroits. Ils jouent à ce jeu en ce moment. En même temps, les États-Unis n'attaquent pas militairement, mais ils exercent une immense pression économique sur l'Iran à travers leur blocus, en plus du blocus du détroit d'Ormuz dans le golfe Persique. Donc, il y a essentiellement un siège économique contre l'Iran par voie maritime. Il a été rapporté que l'Iran perd jusqu'à 500 millions de dollars par jour, ce qui affaiblit une économie déjà fragile et au bord de l'effondrement. Et cette pression économique est conçue pour faire s'effondrer le régime. Comment le régime s'effondrerait-il sous une pression économique supplémentaire s'il ne l'a pas fait jusqu'à présent? Ce que vous avez, c'est le CGRI, les forces du Basij qui gardent le contrôle du pays en attaquant les manifestants à ces points de contrôle. Et donc, l'espoir est que si le gouvernement iranien n'a plus d'argent, il ne pourra plus payer les salaires du commandement intermédiaire du CGRI et des forces du Basij. Et si ces gars-là ne sont pas payés,
Pourquoi iraient-ils tirer sur leurs concitoyens? Pourquoi faire? Avant, ils étaient soudoyés pour cela et obtenaient un statut en faisant partie de ce régime et en étant payés par le CGRI. Donc, c'est ce que vous espérez obtenir avec la campagne économique. Donc, en attendant, Trump, le temps joue en sa faveur parce que l'économie nuit au régime iranien. Pour l'Iran, ils pensent que le temps joue en leur faveur parce qu'ils veulent empêcher le président de renouveler une frappe militaire et l'habituer à l'idée que la campagne militaire est terminée. Alex, au cours des dernières heures, le CGRI a menacé de lancer une attaque massive contre les intérêts américains si ces pétroliers étaient attaqués. Cela fait suite aux déclarations du commandement central américain sur l'attaque non provoquée, les forces iraniennes ayant lancé des missiles, frappé des cibles, visant possiblement directement des cibles américaines et certainement les Émirats arabes unis. Passons maintenant au secrétaire d'État, Marco Rubio. Mais la question est, s'il n'y a pas vraiment de cessation des tirs, il faut poser la question aux Iraniens. Ne me demandez pas, nous n'avons pas tiré. Ce sont eux qui ont tiré sur nous. Ce que je veux dire, c'est que si vous tirez sur un navire de la marine américaine, que sommes-nous censés faire? Dire « Oh, il y a un cessez-le-feu ». Nous n'allons pas abattre votre drone. C'est une question stupide. C'est une position stupide à adopter. Bien sûr que nous avons riposté. Ils nous tiraient dessus. C'est exactement ce que je ferais. Seuls les pays stupides ne répliquent pas quand on les attaque. Nous ne sommes pas stupides. Voilà donc le secrétaire d'État Rubio qui renforce en gros ce que le président Trump a dit plus tôt, à savoir qu'ils s'attendent à ce que l'Iran garde le calme, qu'ils aimeraient que l'Iran signe un accord et que, comme l'a dit Senkad, les États-Unis ne toléreront pas ces attaques non provoquées contre les navires américains dans le détroit d'Ormuz. Eh bien, vous savez, il n'est pas non plus certain que les personnes avec qui les États-Unis discutent, vous savez, négocient, aient un contrôle total sur ces petites embarcations, qu'elles puissent donner un ordre et maintenir la discipline. Il y a différentes factions qui se disputent le pouvoir à l'intérieur de l'Iran et chacune de ces factions essaie de saboter les efforts des autres. Donc il se pourrait que le ministre des Affaires étrangères, Raghchi, ou le président du Parlement iranien, Ghali-Bofer, viennent voir Rubio et Woodcock et Kushner et disent « D'accord, écoutez, nous sommes prêts à accepter cela. » Mais ensuite, il y a les fanatiques religieux et les fanatiques militaires, deux des autres factions. Ils ont des contacts sur le terrain et ils disent « Allez-y, attaquez ». Donc, il n'est même pas clair qui dirige le pays en ce moment. C'est quelque chose que nous attendons tous de voir, qui va vraiment émerger ici comme ceux capables de contrôler la situation. Et cela pourrait aussi être l'une des raisons pour lesquelles le président hésite à lancer des frappes militaires, car le but de ces frappes serait de faire pression sur ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils signent un accord. Mais si les personnes avec qui vous discutez, qui pourraient éventuellement être disposées à signer un accord, que ce soit avant ou après des frappes militaires, n'ont pas le contrôle sur le terrain, ne peuvent pas garantir le calme dans le détroit d'Ormuz, alors vous ne parlez pas aux bonnes personnes. Et donc, la campagne militaire ne sera pas efficace si son objectif est de faire pression sur les personnes avec qui vous négociez. Maintenant, si vous disposez des bons renseignements et que vous pouvez éliminer les personnes qui organisent ces attaques, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Et c'est aussi l'une des choses qu'un cessez-le-feu peut apporter. Cela apporte en fait de la clarté. Cela dissipe le brouillard de la guerre, n'est-ce pas? On dit toujours que des choses se produisent dans le brouillard de la guerre. Lorsque vous avez un cessez-le-feu pendant une période prolongée comme celle-ci, le brouillard de la guerre est désormais dissipé au point que votre collecte de renseignements peut réellement s'améliorer. Vous pouvez voir qui commande quoi. Vous pouvez voir où les principaux acteurs se déplacent dans le pays. Il se peut donc que cela soit une période prolongée de collecte de renseignements et que les États-Unis et Israël soient mieux préparés à lancer une frappe militaire ciblée à un moment donné dans un avenir proche. Alex, au début de la guerre, nous avons vu l'Iran attaquer tous ses voisins au Moyen-Orient, visant notamment Israël avec des centaines de missiles balistiques, mais aussi les Émirats arabes unis, le Qatar et d'autres pays. Au cours des derniers jours, 19 missiles et drones ont été tirés sur les Émirats arabes unis par l'Iran. Un autre rapport au cours des dernières heures fait état de 2 autres drones interceptés par les systèmes antimissiles ou anti-drones des Émirats arabes unis. Pourquoi pensez-vous que l'Iran cible spécifiquement les Émirats arabes unis et non Israël ou d'autres nations?
Et encore une fois, revenir sur toute la question du cessez-le-feu ne signifie pas vraiment un cessez-le-feu puisque ces deux camps s'affrontent sans cesse avec l'Iran qui tire et les Émirats arabes unis qui répliquent. Pensez-vous que ces incidents impliquant les Émirats arabes unis pourraient provoquer une réaction des Américains et de nous en Israël? Une réaction bien plus rapide aurait eu lieu s'ils avaient tiré des missiles balistiques sur Israël. S'ils avaient tiré des missiles balistiques sur Israël, il y aurait eu, en quelques instants, une riposte majeure de la part d'Israël. Donc c'est l'Iran qui teste les limites et qui voit jusqu'où ils peuvent aller sans conséquence. Les Émirats arabes unis, eux, ne sont pas prêts à entrer dans le conflit. Je doute que les États-Unis ou Israël souhaitent vraiment que les Émirats arabes unis s'impliquent fortement dans le conflit. Vous avez ces deux forces aériennes plus que qualifiées qui sont capables de gérer la situation ici. Et vous n'avez pas besoin d'un autre acteur ici qui n'a pas le même niveau de sophistication et de capacité qu'Israël et les États-Unis. Donc, ce que fait l'Iran, c'est qu'il teste. C'est essentiellement une attaque contre un allié américain. C'est censé être une attaque contre l'Amérique, mais sans que l'Amérique ait à encaisser ce coup directement. Ils attendent de voir si le président est sérieux dans ses menaces de représailles contre l'Iran. Cela pourrait aussi être, d'une certaine manière, un symbole de représailles après que les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait de l'OPEP il y a une semaine. Qu'est-ce qui est vraiment conçu, en un sens, pour contourner l'importance du détroit d'Ormuz, conçu pour faire baisser le prix du pétrole sur les marchés internationaux, conçu pour rapprocher les Émirats arabes unis de la sphère d'influence américaine et, dans une certaine mesure, d'Israël. Donc, vous savez, ça pourrait faire partie des raisons ici, mais l'Iran teste les limites, voit jusqu'où il peut aller sans conséquence. Et c'est ce qui se passe du côté des extrémistes islamiques pendant un cessez-le-feu. Ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller sans être sanctionnés. Et puis de notre côté, du côté américain ou israélien, on frappe à chaque fois qu'on observe des déplacements de terroristes, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises avec l'armée israélienne à Gaza et au Liban après la déclaration de cessez-le-feu. Alex, ce week-end, le Wall Street Journal a rapporté qu'Israël avait établi un poste militaire secret en plein désert irakien afin de servir de base de soutien pour des opérations aériennes contre l'Iran. Quelle est l'importance de ce rapport, le fait qu'Israël ait pu établir, selon le Wall Street Journal, cette base en Irak? Eh bien, tout d'abord, je veux juste le mentionner, et peut-être qu'on en parlera dans quelques minutes. Vous continuez à recevoir ces rapports du Wall Street Journal, du New York Times, d'Axios, du Washington Post, des révélations secrètes ou des conversations secrètes qui ont eu lieu. Il est très difficile de savoir si ce que vous lisez dans l'une de ces publications est exact. Donc, il y a de fortes chances, avec n'importe laquelle de ces histoires, que ce qu'ils écrivent ne soit tout simplement pas vrai et soit destiné à provoquer une sorte de brouille diplomatique, si c'est le bon mot ici. Mais allons-y et parlons de la possibilité que cela puisse être vrai ou non. Et supposons, juste pour les besoins de ce podcast en ce moment, que nous croyons ce rapport sur parole, ce que je ne suis pas forcément sûr que nous puissions faire. Mais si Israël a installé une base en Irak, eh bien sûr, Israël pourrait installer une base en Irak. Nous avons vu Israël opérer dans de nombreux endroits différents. L'Irak n'est qu'un des endroits où Israël a probablement la capacité d'opérer. Il pourrait opérer depuis l'Azerbaïdjan. Il pourrait opérer depuis certaines de ses bases aériennes à travers le Moyen-Orient, y compris certaines qui ont été attaquées par l'Iran et qui sont des bases aériennes américaines. Israël a démontré qu'il possède des capacités supérieures et des moyens que, franchement, personne ne soupçonnait qu'il avait. Il y a beaucoup d'opérations secrètes en cours. Et donc, Israël pourrait avoir besoin d'un endroit proche de la frontière iranienne pour les forces spéciales. Par exemple, qu'est-ce qui se serait passé si, Dieu nous en préserve, un avion israélien était tombé dans l'espace aérien iranien? Donc, vous voudrez avoir une opération prête afin d'extraire un pilote, un avion ou quoi que ce soit d'autre que vous deviez faire. Donc, vous voulez avoir des forces spéciales à proximité.
Il se peut que vous deviez vous précipiter dans un endroit où il y a de l'uranium enrichi ou qu'il y ait simplement un autre besoin qui vous obligerait à lancer une opération des forces spéciales. Donc, installer une base dans le No Man's Land en Irak, près de la frontière iranienne, une zone très vaste et peu peuplée, c'est tout simplement une capacité incroyable qu'Israël aurait pu développer. Maintenant, l'Irak lui-même est un pays que l'Iran a complètement déstabilisé. Vous avez à l'intérieur de l'Irak, Kataïb Hezbollah qui opère. Il y a eu des moments pendant cette guerre où des missiles ont été tirés sur Israël depuis l'Irak. Donc, il se pourrait aussi qu'Israël menait certaines opérations militaires limitées à l'intérieur de l'Irak. Et quand vous entendez parler de militaires américains qui ont été tués en Irak, c'est parce qu'ils sont tués par des forces soutenues par l'Iran, y compris Kataïb Hezbollah. Donc, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Israël aurait pu et pourrait avoir installé une base militaire en Irak. L'autre raison que nous pouvons mentionner, c'est que le président a parlé d'essayer de faire passer des armes en contrebande à l'intérieur de l'Iran. Alors, comment allez-vous faire cela? Donc, ils ont suggéré dans certains de ces rapports que ce sont les Kurdes irakiens qui ont reçu des armes qui étaient censées entrer en Iran. Il était également possible que certains Kurdes irakiens aient pu envahir l'Iran en tant que force spéciale. Ils auraient donc besoin d'entraînement, ce qui implique qu'Israël aurait pu être dans ces zones pour livrer des armes ou entraîner des forces pour franchir la frontière. Donc il y a de nombreuses raisons différentes pour lesquelles une base militaire aurait pu être installée là-bas. Oui, cela a certainement du sens, mais nous devrons creuser un peu plus pour voir si cela est effectivement confirmé. Mais restons sur le sujet des rapports de ces derniers jours. Tout d'abord, le Washington Post a rapporté qu'un haut responsable de la CIA sur place avait fait une évaluation indiquant que l'Iran ne subirait pas de pression économique sévère à cause du blocus américain pendant au moins encore 4 mois, ce qui signifie qu'il pourrait tenir encore 4 mois. C'est l'un de ces rapports d'ailleurs qui a été démenti par un autre haut responsable du renseignement affirmant que les déclarations de la CIA étaient fausses. Et puis, en même temps, il y avait aussi un rapport affirmant que l'Iran pouvait, en fait, reconstruire ses capacités ici très, très bientôt. Donc, encore 2 rapports ici que je pense que nous devrions discuter. Oui, je pense que ces 2 rapports sont vraiment conçus pour nuire à l'opinion publique américaine et à son soutien au président Trump et à ses opérations militaires. Je veux dire, le deuxième rapport que vous avez mentionné, selon lequel l'Iran dispose encore de la plupart de ses capacités balistiques restantes, ou qu'il pourrait rapidement reconstruire toutes ses capacités, c'est conçu pour donner l'impression que l'opération militaire n'était qu'un pétard mouillé, que c'était inutile, que c'était inefficace. Mais l'Iran vient d'encaisser ce qui est la plus grande campagne aérienne militaire, une campagne aérienne concentrée de 6 semaines, je pense, dans l'histoire du monde, où vous avez les États-Unis. L'armée de l'air américaine et l'armée de l'air israélienne utilisent des renseignements avancés pour frapper des cibles militaires en Iran, visant toutes les installations nucléaires et de production de missiles balistiques. L'Iran conserve-t-il certaines capacités? De toute évidence, il conserve certaines capacités, car nous venons de voir qu'ils ont tiré des missiles balistiques sur les Émirats arabes unis. Si la guerre recommence, l'Iran recommencera-t-il à tirer des missiles balistiques? Oui, ils le feront. En ont-ils encore? Oui, ils pourraient en avoir jusqu'à 1 millier. Mais comparé aux plusieurs milliers qu'ils avaient avant la guerre, leurs capacités ont été sévèrement réduites. Leur capacité à commencer à fabriquer des missiles balistiques a été sévèrement réduite. Donc, ce rapport a été spécifiquement conçu pour donner l'impression que ce que le président a fait en Iran n'était qu'une sorte d'aventure mal avisée et inefficace. Maintenant, l'idée que le gouvernement iranien pourrait résister à 4 mois de blocus économique, eh bien, cela vise aussi à dresser l'opinion publique américaine contre un blocus prolongé. Et cela est lié à la hausse du prix du pétrole. Ils veulent qu'il y ait une pression sur le président, surtout alors que nous approchons des élections de mi-mandat ici, pour arrêter la guerre. Ils veulent que cela donne l'impression que le président Trump est allé à l'encontre de ses promesses de campagne en impliquant l'Amérique dans ces conflits prolongés. Mais le rial iranien vacille.
Ils s'échangent maintenant à environ 1,5 million de rials pour $1. Et encore une fois, je pense que cette pression économique s'avère extrêmement efficace. Et il reste à voir si cela mènera à un effondrement du régime, ce qui, je le crois, est le but ultime de cette pression économique. Et s'il y aura une sorte d'action militaire, une reprise des actions militaires dans les jours ou semaines à venir. Alex, nous avons encore un autre rapport ici. Celui-ci provient du New York Times et indique qu'un haut responsable américain a déclaré que l'Iran reconstruit ses capacités militaires en contournant spécifiquement le détroit d'Ormuz. Et je parle du fait que la Russie pourrait potentiellement envoyer des composants de drones à l'Iran via la mer Caspienne afin d'éviter d'avoir à faire face à ce blocus. C'est leur principal corridor entre ces deux voisins, bien sûr alliés, la Russie et l'Iran. Que peut-on tirer de ce rapport? Encore une fois, à ce stade, sans information concrète, mais cela indique qu'il s'agit d'une autre manière pour l'Iran de reconstituer ses capacités. C'est certainement quelque chose à surveiller. Bien sûr, vous savez, Israël et les États-Unis, mais surtout Israël. Je dirais qu'ils disposent de renseignements ici et surveillent les zones, et ils conserveraient la capacité de frapper s'ils estimaient que des capacités dangereuses de drones étaient importées via la mer Caspienne. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit où les États-Unis et Israël ne frapperaient pas s'ils voyaient de la contrebande entrer. Rappelez-vous que les Chinois avaient envoyé un pétrolier et que le président Trump avait fait intercepter le navire par la marine américaine, affirmant qu'il y avait des choses pas très agréables à bord, sans en dire plus. Est-il possible que la Russie aide l'Iran avec la technologie des drones? C'est possible. Peut-on se fier à ces rapports? Peut-être. Il y a une chance qu'ils soient vrais. Et je veux juste revenir encore une fois sur la nature de ces rapports. Je veux dire, quand ils proviennent du Washington Post. Et souvenez-vous, le slogan du Washington Post, c'est que la démocratie meurt dans l'obscurité, ce qui signifie qu'en gros, la vérité n'est pas vraiment ce qui est rapporté ici, qu'il y a des rapports obscurs qui sortent. Et quand on parle d'évaluation de la CIA ou d'agents de la CIA qui présentent des évaluations, cela pourrait très bien être un employé qui a présenté quelque chose à son supérieur et qui a été complètement rejeté. Même s'il y avait une part de vérité à ce qu'il y ait eu une évaluation, cela ne signifie pas que c'est l'évaluation dominante. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres évaluations qui vont complètement à l'encontre de ce qu'a dit cette première évaluation. Et le fait que les chefs de la CIA, la roue et la classe politique aient peut-être carrément rejeté ces évaluations. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a transmis un document à quelqu'un d'autre que cela devient automatiquement une politique gouvernementale. Donc, il faut vraiment prendre ces rapports avec des pincettes. Mais chaque fois que vous voyez des responsables anonymes de haut niveau disent, des responsables anonymes de la CIA suggèrent, vous savez, vous ne devriez vraiment pas trop vous fier à ces informations, mais plutôt les utiliser avec prudence. Je dirais simplement que c'est un baromètre général des choses à surveiller, vous savez, des domaines où, en tant que consommateur, vous pourriez vouloir approfondir et voir si vous trouvez d'autres rapports similaires qui ne proviennent pas du même endroit. Peut-être si plusieurs OSINT ou autres rapportent la même chose. Il faut tout prendre avec des pincettes et observer attentivement pour interpréter ce qui se passe. Absolument. Alex, je souhaite aborder la situation entre Israël et le Liban. Bien sûr, l'organisation terroriste Hezbollah là-haut avec Israël, encore un cessez-le-feu où il n'y a en réalité pas de cessez-le-feu. Et cette semaine, il y a eu une frappe majeure de la part de Tsahal, éliminant Ahmed Ali Balut, le commandant de l'unité Radwan du Hezbollah, ce qu'ils considèrent comme leur unité de commando d'élite, leur unité terroriste, je devrais dire. Et d'après ce qu'a dit le Premier ministre Netanyahou, cet individu, Balut, était un terroriste de haut rang qui a dirigé le plan visant à prendre le contrôle et à conquérir le nord d'Israël après le 7 octobre. Donc, il s'agissait d'une frappe majeure, une frappe ciblée dans l'un des quartiers de Beyrouth, éliminant le chef de la force Radwan. Vendredi, Israël s'attendait peut-être à une sorte de réponse majeure de la part du Hezbollah. Ils ont tiré des roquettes et encore aujourd'hui, ils continuent à tirer pratiquement tous les jours des roquettes et ces drones aériens. Nous avons eu des sirènes vendredi dans la région de Haïfa, Dieu merci, il n'y a pas eu de réponse majeure, je dirais, à ce stade. Bien sûr, sans minimiser la situation au nord d'Israël, c'est une réalisation majeure d'Israël avec cette frappe ciblée qui a éliminé ce haut responsable terroriste. Donc, encore une fois,
nous voyons que la définition du cessez-le-feu a changé, et spécifiquement du côté d'Israël, parce que dans le passé, chaque fois qu'un cessez-le-feu était mis en place, Israël acceptait un cessez-le-feu, Israël respectait les termes du cessez-le-feu, n'est-ce pas? Donc, en signant un cessez-le-feu, Israël dit « D'accord, nous n'allons pas mener une opération terrestre massive ou une série massive de frappes aériennes consécutives à Beyrouth ou ailleurs. Il n'y a pas de grande opération, pas d'opération majeure, mais même pendant le cessez-le-feu, Israël conserve essentiellement le droit d'effectuer des frappes ciblées. Cela signifie qu'à tout moment où des terroristes s'approchent de leurs troupes dans les zones qu'ils tiennent derrière cette ligne jaune qu'ils ont créée dans le sud du Liban jusqu'à la rivière Litani, s'ils voient des terroristes s'approcher, ils ouvrent le feu. Mais ici, il y a encore plus que cela, une frappe aérienne beaucoup plus au nord du pays, en plein cœur de Beyrouth, une élimination ciblée de l'un des membres du haut commandement du Hezbollah. Et c'est donc ce que fait Israël en ce moment. S'ils ont l'opportunité et les renseignements nécessaires pour éliminer ce haut commandement, ils essaient d'affaiblir le Hezbollah autant que possible. Et ce que cela fait, c'est que cela donne de l'espace au gouvernement libanais pour en réalité se rapprocher d'Israël. Et je sais qu'il y a des discussions sur une reprise des négociations. Josh, je ne sais pas si tu vas aborder ce sujet ensuite. Mais la seule façon d'arriver à une quelconque négociation entre Israël et le gouvernement libanais, c'est d'affaiblir le Hezbollah, qui est un ennemi à la fois d'Israël et du reste du peuple libanais, les 2/3 qui ne sont pas des chiites islamiques. Alors, Alex, juste pour donner aux gens une idée de ce dont nous parlons, même s'il y a eu un cessez-le-feu ces dernières 24 heures, l'armée de l'air israélienne a frappé 40 cibles là-bas, des cibles du Hezbollah au Liban ce week-end, et 85 autres cibles. Plusieurs soldats ont été blessés lors de ces attaques de drones suicides dans le sud du Liban ou à la frontière menée par le Hezbollah. Et comme tu l'as dit, des rapports indiquent qu'Israël va en fait s'asseoir avec le gouvernement libanais pour une troisième série de discussions cette semaine. D'après ce que je comprends, elles auront lieu là-bas, aux États-Unis. Mais comme tu le sais aussi bien que moi, Israël et le Liban vont s'asseoir pour discuter, mais le Hezbollah reste vraiment l'élément imprévisible dans tout cela. Eh bien, d'un côté, les frappes israéliennes poussent en fait le gouvernement libanais à vouloir conclure un accord, parce que s'il n'y a pas d'accord entre le gouvernement libanais et Israël, même si le gouvernement libanais n'est pas l'ennemi ici, et même si le Hezbollah n'est pas parti à l'accord, si Israël signe un accord élargi avec le gouvernement libanais, cela empêcherait probablement ces frappes aériennes importantes à Beyrouth et ailleurs. S'il n'y a pas d'accord en place, Israël se sentira libre d'attaquer le Hezbollah autant qu'il le pourra. Ces frappes exercent en quelque sorte une pression sur le gouvernement libanais. Et même si le gouvernement libanais n'est pas exactement l'ennemi, ce que font aussi les frappes, c'est qu'elles déplacent l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur du Liban pour affaiblir le Hamas et le Hezbollah. Et si le Hezbollah est affaibli, cela signifie que le gouvernement libanais a la capacité d'être l'acteur le plus fort, ce qui est ce qu'Israël et les États-Unis veulent finalement. Maintenant, en ce qui concerne ces négociations qui se déroulent à Washington, il s'agira donc du 3e cycle de négociations. Il est important de noter que cela se déroule toujours au niveau des ambassadeurs et qu'il y a eu des pressions sur le président Aoun pour qu'il se rende à Washington, potentiellement pour une sorte de réunion ou de cérémonie de signature avec le premier ministre Netanyahou. Aoun a rejeté ces invitations jusqu'à présent, préférant que ces négociations se déroulent au niveau des ambassadeurs aux États-Unis, entre l'ambassadeur libanais aux États-Unis et l'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yichil Leiter. Et pour Aoun, je pense que les calculs sont compliqués ici, parce que nous avons vu Rafik Hariri, qui était l'ancien premier ministre du Liban, qui a été assassiné en 2005 par le Hezbollah, soutenu par les forces syriennes. Et Aoun veut rester en vie ici. Il y aura des gens qui, vous savez, c'est la réalité, pourraient vouloir s'en prendre à lui s'il est vu publiquement en train de négocier ou de serrer la main d'Israël, surtout tant que le Hezbollah reste actif là-bas. Donc, vous savez, je pense que ça va être une négociation difficile. Je pense que ce sera une période de négociation longue et prolongée.
C'est pourquoi il est si important qu'Israël continue d'affaiblir le Hezbollah. C'est mieux pour Israël, c'est mieux pour le gouvernement libanais. Et peut-être qu'à un moment donné, dans les mois à venir, nous verrons ce genre d'accord historique entre Israël et le Liban. Et une partie de ce sur quoi porte cet accord concerne la coopération entre Israël et le Liban pour affaiblir davantage et s'attaquer au Hezbollah une bonne fois pour toutes. Alex, nous avons un cessez-le-feu avec le Hezbollah et aussi avec le Hamas. Dans ce cas également, Israël se réserve le droit de frapper lorsque cela est nécessaire afin de défendre les citoyens de l'État d'Israël et nos soldats. Et justement, cette semaine, une autre frappe ciblée à Gaza. Israël a éliminé un haut responsable terroriste du Hamas, le fils du nouveau chef du Hamas. Il continue, c'est la valse des dirigeants là-bas, mais le fils de Khalil al-Kaya est mort jeudi des suites de blessures subies lors d'une frappe aérienne israélienne. L'organisation terroriste a confirmé qu'il faisait aussi partie de ces terroristes de la Noukba du 7 octobre qui ont mené l'invasion dans le nord-ouest, le 7 octobre, donc il y a cela, et en même temps, le Premier ministre Netanyahou a rencontré les représentants du Conseil pour la paix à Jérusalem la semaine dernière, dirigé par le haut représentant pour Gaza, Nikolai Mladinov, selon le bureau du Premier ministre. Mais pendant tout cela, le Hamas répète sans cesse qu'il refuse de déposer les armes. Donc, vous pouvez organiser des réunions du Conseil pour la paix, et cela peut sembler positif en apparence, en termes d'images issues de cette réunion. Le Hamas réaffirme encore son refus de déposer les armes. Eh bien, la guerre en Iran et la guerre au nord, au Liban, donnent en fait à Israël un peu de marge pour certaines de ces assassinats ciblés, sans faire la une des grands médias internationaux, n'est-ce pas? Si tout était calme en Iran, si tout était calme au Liban, si le président Trump n'était pas impliqué ici et qu'Israël frappait, les grands titres du New York Times et d'ailleurs seraient « Israël viole l'accord de cessez-le-feu ». Donc Israël a en fait un peu de marge et d'opportunité pour agir. Et le fait que le Premier ministre rencontre Mladinov et le Conseil de la paix, cela signifie aussi qu'Israël est d'une certaine manière engagé ici dans une sorte de processus de paix, un processus de paix mené par le président. Donc vous savez, Israël bénéficie aussi ici d'une certaine couverture diplomatique, mais je pense que la grande question ici est si la communauté internationale n'est pas disposée et incapable de désarmer le Hamas, et c'est ce qui semble être le cas. Il n'y aura pas de force internationale de stabilisation qui ira physiquement désarmer le Hamas. Et si le Hamas ne va pas volontairement déposer ses armes, et pourquoi le ferait-il? D'accord, c'est une organisation terroriste qui opère dans une culture du martyr jusqu'au dernier survivant, qui veut continuer à terroriser et à endoctriner les populations. Ils ne vont pas simplement tomber sans être tués. Honnêtement, s'il y en a quelques centaines ou quelques milliers qui courent encore avec des mitraillettes, ils vont prétendre qu'ils sont toujours au pouvoir, qu'ils gagnent toujours. Et tant qu'ils peuvent tirer sur n'importe quel Gazaoui qui va se révolter, c'est la réalité. Ils sont toujours au pouvoir dans ces 47% de la bande de Gaza qu'ils contrôlent. Donc la grande question ici est, qu'est-ce qu'Israël va faire à ce sujet? Est-ce qu'Israël lance une nouvelle opération terrestre d'envergure pour essayer d'éliminer les mitrailleuses restantes du Hamas afin d'obtenir un calme permanent à Gaza? Et comme vous le voyez ici, quand Israël opère à l'intérieur d'une bande de Gaza fortement piégée, qui est en grande partie en ruine, ils finissent par s'engager dans des fusillades avec des terroristes du Hamas qui se déplacent armés et il y a un risque de perdre des soldats, ce qui donnerait une mauvaise image. C'est quelque chose que les Israéliens ne peuvent vraiment pas supporter. C'est très difficile. Les Israéliens ne veulent pas voir leurs fils et leurs filles tués dans ces fusillades à Gaza. Et pour quel résultat? Parce que combien de temps cela va-t-il prendre pour retirer la moindre arme encore présente de Gaza? Combien de temps cela va-t-il prendre pour faire en sorte que le Hamas ne soit plus la force capable de contrôler les rues de Gaza qui sont actuellement en ruine? Et Israël ainsi que toute la pression diplomatique qui s'exercerait si Israël lançait une telle frappe militaire? Et puis, je suis sûr que le Premier ministre Netanyahou réfléchit à l'impact que tout cela aurait sur ses chances aux élections, parce que nous sommes maintenant en période électorale.
Et le Premier ministre Netanyahou veut probablement mettre fin au conflit militaire avant les élections pour pouvoir dire qu'il a essentiellement gagné la guerre. Et évidemment, cela va être débattu parce que les détracteurs du Premier ministre Netanyahou vont essayer de dire « Eh bien, vous avez laissé le Hamas en place, donc vous n'avez pas gagné. Ce n'était pas une victoire totale comme vous en parliez. Le Hezbollah est toujours actif au Liban, donc ce n'est pas une victoire totale. L'Iran possède toujours des capacités de missiles balistiques, donc ce n'est pas une victoire totale. » C'est donc la bataille des récits qui se déroule ici sur l'échiquier politique. Et puis l'autre aspect, c'est simplement de maintenir le statu quo, n'est-ce pas? Dans ce cas, Israël peut dire « Hey, nous contrôlons 53% de la bande de Gaza. Nous avons détruit 70% de la bande de Gaza. Nous avons éliminé Yassinwar Mohamed Def. Nous avons éliminé Ismail Haniyeh à Téhéran. Nous continuons à éliminer les principaux chefs terroristes, comme mentionné, grâce à ces frappes aériennes ciblées. Mais c'est la situation. Et si le peuple de Gaza veut rester dans sa misère et ne veut pas se soulever contre le Hamas, eh bien c'est la nouvelle situation. Le Hamas contrôle 47% de Gaza en ruine et Israël dispose de zones tampons importantes tout autour. Gaza, qui est essentiellement assiégée. Oui, d'accord, très bien. Une aide internationale, notamment alimentaire, pourra entrer, mais il n'y aura ni matériaux de construction ni véritable économie. Et si c'est ainsi que le peuple de Gaza veut vivre, alors qu'ils vivent comme ça. Et donc, ce sont les choix que le Premier ministre Netanyahou a, mais il agit prudemment et encore une fois, il mène des opérations ciblées lorsque l'occasion se présente. Alex, il nous reste un dernier sujet qui fait la une internationale aujourd'hui. Le président Trump a annoncé qu'il y a un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, un cessez-le-feu de 3 jours, pour être précis, les 9, 10 et 11 mai, afin que la Russie puisse commémorer ou célébrer le jour de la victoire. Je parle ici de la Seconde Guerre mondiale. À quel point pensez-vous qu'il est important que le président Trump ait pu, semble-t-il, participer ou peut-être aider à négocier un cessez-le-feu entre les deux parties, même si ce n'est que pour 3 jours? Qu'est-ce que cela signifie pour nous et comment cela pourrait-il affecter la situation en Israël et au Moyen-Orient, sachant que ces deux parties font une pause ce week-end? Eh bien, je crois que c'est la deuxième fois que le président Trump négocie un cessez-le-feu temporaire entre la Russie et l'Ukraine. Nous en avons entendu parler pendant les vacances de Pâques il y a plusieurs semaines. C'est la deuxième fois. C'est le jour de la victoire pour la Russie. Je ne vois aucune victoire pour aucun camp dans cette guerre. Nous avons parlé du fait que l'armée américaine est capable de gérer à tout moment des guerres sur plusieurs fronts. En ce qui concerne la diplomatie, il est certain que les États-Unis n'opèrent pas seulement sur un seul front à la fois. Donc, ils sont occupés à gérer l'Iran et le Liban et ses négociations, ainsi qu'avec la Russie et l'Ukraine, et aussi avec d'autres conflits et d'autres questions, comme Cuba et plus récemment le Venezuela. Donc, vous savez, l'Amérique observe le monde et a ses objectifs. Et l'un de ses objectifs doit être de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et si vous voyez que les deux parties sont déjà prêtes, pour la deuxième fois en à peine un mois, à entrer dans un cessez-le-feu temporaire, il y a peut-être une lassitude des deux côtés, et peut-être que les deux parties seront prêtes à parvenir à une sorte d'accord plus large. Je pense que cela fait près de 4 ans de guerre. Beaucoup plus de personnes ont été tuées dans cette guerre que dans la guerre entre Israël et Gaza et Israël et le Liban. Nous savons que les chiffres en Israël, à Gaza et au Liban sont gonflés, que le Hamas et le Hezbollah ont toutes les raisons d'essayer de gonfler le nombre de personnes tuées là-bas. Et je ne pense même pas que nous sachions combien de personnes ont été tuées en Russie ou en Ukraine. Nous parlons de chiffres qui se comptent déjà en millions contre des bilans qui se comptent en dizaines de milliers dans la guerre entre Israël et Gaza. Mais on ne voit plus le même genre d'indignation internationale à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une autre chose que j'ajouterais, c'est que nous avons des rapports faisant état d'une montée de l'antisémitisme partout aux États-Unis, en particulier à New York, dans le New Jersey, selon les rapports de l'ADL. Et la situation actuelle avec Mamdani à New York? Les gens avancent toujours, c'est à cause des politiques de Benjamin Netanyahou. Eh bien, Benjamin Netanyahou est un dirigeant élu démocratiquement qui va se représenter aux élections dans quelques mois, et le peuple israélien, s'il ne l'aime pas, peut le remplacer par un vote. Ce n'est pas le cas en Russie avec Vladimir Poutine.
Mais je pense que le contraste frappant ici, aux États-Unis, c'est que vous voyez des antisémites affirmer « Eh bien, nous ne détestons pas les Juifs, et peut-être même que nous n'aidons pas Israël, nous détestons Israël. Nous voulons que la Palestine soit libre du fleuve à la mer, mais ce que nous détestons vraiment, c'est Netanyahou. Donc nous intimidons des Juifs dans une synagogue, comme à la synagogue Parki, à cause des politiques de Benjamin Netanyahou. Maintenant, vous ne voyez aucune intimidation dans une école russe ou un centre communautaire, ni aucune attaque contre un Russe à Sheepshead Bay, Brooklyn ou ailleurs, à cause des politiques de Vladimir Poutine, n'est-ce pas? Donc, c'est juste une absurdité de dire que cela a quoi que ce soit à voir avec Netanyahou. C'est juste de l'antisémitisme pour l'antisémitisme. Netanyahou est ici le bouc émissaire ultime. Les Juifs sont toujours les premiers. Israël est sur l'étape suivante dans la recherche de boucs émissaires. Et Netanyahou est le bouc émissaire parfait parce que cela permet aux gens de le nier. Je ne suis contre personne en Israël, mais que vient-on de voir? Nous avons vu que le séminaire théologique juif a également annoncé cette semaine que le président Herzog ne sera pas invité. Son invitation à prendre la parole lors de leur remise des diplômes a été annulée. Donc oui, ici vous avez des gens qui sont contre Netanyahou. Ils disent, eh bien, en fait, nous sommes contre le président d'Israël, Herzog, qui s'est présenté contre Netanyahou en tant que membre du Parti travailliste libéral de gauche. Donc, vous savez, les gens disent simplement que c'est contre Netanyahou, mais en réalité, ils sont anti-Israël. En réalité, ils sont anti-juifs. Et vous savez, mais pour revenir au point de départ, oui, espérons qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à la fin de cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est le président Trump, je pense, qui fait tout ce qu'il peut pour réparer les injustices dans le monde, pour instaurer un certain calme, rétablir le calme et agir à partir d'une position de force et de moralité américaine. Oui, tous ces antisémites qui sortent de l'ombre après le massacre du 7 octobre qui l'auraient cru, peut-être qu'on aurait tous dû le voir venir. Alex Treman, j'ai hâte de te revoir à Jérusalem la semaine prochaine, n'est-ce pas? J'ai hâte aussi. Je dirais également qu'au cours du week-end, j'étais dans un endroit et il pleuvait. Je ne pouvais pas sortir. Donc, j'étais dans une maison et ils avaient le livre Un otage d'Eli Shirabi. Et j'ai lu tout le livre ce week-end. C'était un récit incroyable de ce qu'Eli Shirabi et les autres otages ont vécu à Gaza. Je recommande donc vivement cette lecture à tout le monde. C'était un rappel très très puissant de la raison exacte pour laquelle Israël est entré dans cette guerre au départ et pourquoi ils doivent la terminer pour s'assurer qu'un 7 octobre ne puisse jamais se reproduire. À ce sujet, Alex Treman, PDG de JNS. Je suis Josh Aston, correspondant à Jérusalem pour JNS. J'ai hâte qu'Alex revienne en Israël la semaine prochaine. Un clin d'œil. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre ici à JNS TV. Assurez-vous d'aller sur JNS TV pour tout ce contenu incroyable. Envoyez-nous un super merci, abonnez-vous à la chaîne et consultez jns.org pour les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Jérusalem Init JNS TV.